Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc nous entamons une série d'auditions qui se déroulent dans le cadre de la commission d'enquête LFI sur le Covid et sur les conséquences du Covid sur tous les secteurs d'activité, et notamment pour moi, pour la culture. Aujourd'hui, tous les trois, vous avez accepté, merci d'être auditionnés sur la thématique du livre et du numérique. Alors pourquoi? Parce que ce qu'on fait comme constat, et c'est d'une grande logique, c'est que la vente de livres numériques notamment explose en ligne. Donc on se pose une question, est-ce que ça peut s'agir d'une nouvelle configuration? Est-ce que ça peut durer dans le temps? Une nouvelle configuration du commerce du livre, et notamment au détriment des librairies? Ou comment faire pour équilibrer ceci? Ou est-ce que les libraires devront peut-être pousser un peu plus loin leur démarche numérique? C'est ça, ce sont des questions que je vais vous poser. Et derrière, c'est comment vous pensez, comment vous pensez que puisse s'organiser quelque part, j'allais dire, cette cohabitation entre librairie numérique, livre et diffusion. Alors, je vais d'abord présenter les trois personnes qui sont en audition. Il y a Monsieur Xavier Moni, qui est président du syndicat de la librairie française. Bonjour. Bonjour. Il y a Et Monsieur libraire, Lionel et libraire Morel, aussi. qui est spécialiste des droits d'auteur à l'ère numérique. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Alexandre Chon, qui est animateur du livret numérique de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Alors, le but de l'audition, justement, c'est de dresser un état des lieux d'abord dans les secteurs qui vous concernent, numérique, librairie, livre, édition, bien sûr, et évoquer ensemble notamment l'après-crise et ce qui peut être envisagé. Alors, d'abord, dans un premier temps, ce qui serait intéressant, c'est de vous donner la parole pour que vous nous donniez chacun votre vision, votre état des lieux du moment. Alors, je vais peut-être commencer par Monsieur Moni, si Oui. vous commencez. Bonjour à tous. Je sais pas, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Parce que Super bien. très bien. Bon, je voulais juste rajouter dans la présentation que j'étais président du syndicat de la librairie française et avant tout libraire, hein. Je co-dirige une librairie, la librairie Comme un roman qui se situe à Paris dans le 3e arrondissement. Pour juste vous dire très vite, une librairie de environ 250 mètres carrés, donc une librairie grosse, moyenne grosse, si on va dire, et avec une équipe d'une dizaine de personnes. Voilà. Donc ça, c'est voilà, la raison pour laquelle je suis président du syndicat, finalement, c'est parce que, avant tout, je suis libraire et j'ai été élu par mes pairs. La situation du marché depuis le 14 mars, bah, évidemment qu'elle est catastrophique, hein. Dès le 15 mars, en fait, on n'a plus rentré 1 euro de chiffre d'affaires, puisque nous avons été frappés d'une fermeture administrative que je comprends fort bien, évidemment, qui me semblait même être arrivée un peu tard par rapport à ce que je voyais dans ma librairie depuis plusieurs jours, c'est-à-dire faire travailler des gens sans aucune mesure, comme on dit maintenant, barrière. Donc, j'étais inquiet les derniers jours d'ouverture de la librairie et je pense que de toute manière, on serait arrivés les uns et les autres à prendre probablement la décision ou de fermer ou de prendre des mesures. Donc, depuis que c'est fermé, globalement, toutes les librairies ont arrêté totalement leur activité. Certaines continuent de faire de l'envoi, puisque ce n'est pas interdit par la loi. De même que certaines librairies se sont lancées dans des petits flux de click and collect. Les gens réservent leurs livres et sur un créneau horaire particulier viennent le chercher dans le magasin. Donc évidemment, ce n'est pas non plus interdit. C'est très encadré, hein, puisque le client n'a pas le droit de rentrer dans le magasin, donc c'est le libraire qui doit lui fournir sur le trottoir, enfin sur le pas de porte. Voilà, mais mis à part ces quelques petites réserves, la totalité des librairies françaises aujourd'hui sont à l'arrêt et donc n'ont pas fait de chiffre d'affaires depuis maintenant 4 semaines et demie et n'en feront vraisemblablement pas dans les 4 semaines qui viennent, ça c'est une certitude, mais peut-être même dans une temporalité un peu plus longue. Ce qu'on a acté depuis le discours du président de la République dimanche soir, c'est qu'on serait fermé jusqu'au 11 mai et que peut-être,
peut-être, avec tous les si et toutes les zones encore un peu floues, peut-être une réouverture pourrait se dessiner à partir du 11 mai. Mais encore une fois, là, je vais tout de suite passer à l'après. Ce qui m'estime depuis déjà 2 jours, c'est qu'il est hors de question que que les librairies réouvrent massivement sans le matériel nécessaire à accueillir du public en toute sécurité. Moi, j'ai longuement insisté là-dessus et c'est les prises de position que j'ai portées pour la librairie française, c'est qu'on ne pouvait pas réouvrir malgré le sacrifice en termes de chiffre d'affaires qui est considérable. Mais je pense aussi que compte tenu de ce que j'entends du discours scientifique aujourd'hui, on ne peut pas réouvrir impunément nos commerces aujourd'hui. Et comme je l'ai dit dans une interview à Livre Hebdo, on n'a pas de légitimité aujourd'hui à revendiquer une ouverture prématurée. Nos lieux sont des lieux qui accueillent du monde, c'est même la définition même de nos lieux, et c'est ce qui me pose problème, et je vais finir là-dessus, c'est que par définition, la librairie, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de contact, un lieu d'échange, un lieu dans lequel on touche les objets, on touche les livres. C'est aussi, et j'emploie ce mot volontairement, c'est un lieu de désir aussi. On essaye de générer du désir, un lien chaud entre les gens, entre les livres et les gens, entre les équipes. Et en fait, tout ce qu'on propose et tout ce qui fait la définition même de notre activité, c'est ce que nous interdit aujourd'hui le virus, la présence de ce virus sur le territoire. Donc nous, on va avoir une équation, je ne vais pas dire qu'elle est insoluble à résoudre, mais qui est extrêmement compliquée à résoudre. Même équation qui sera compliquée à résoudre pour les bars et les restaurants un peu plus tard, pour les cinémas, pour tous les acteurs culturels. Je pense que le milieu de la culture aujourd'hui, on est tous confrontés à un bouleversement qui va sans doute laisser des traces profondes. Hein. Moi, je suis très inquiet, et après je laisserai la parole à... Je suis très inquiet quant à la manière dont le marché du livre pourrait redémarrer, je ne vais même pas utiliser le mot normalement, mais redémarrer avec un semblant d'activité qui pourrait faire en sorte qu'on maintienne notre modèle économique tel qu'il est dans les mois qui viennent. Voilà, donc beaucoup d'incertitudes et une grande préoccupation pour la profession. Merci. Dans un deuxième temps, justement, on parlera de ces perspectives et peut-être de ce moment qui nous est donné du déconfinement pour la réflexion et peut-être réinventer un modèle, lequel et pourquoi il y a les gens spécialistes de l'Internet sur cette audition, parce que je pense qu'à un moment donné, cet Internet va être incontournable. Il est aujourd'hui au centre du sujet, puisqu'il n'y a plus, comme il a été dit, de contact physique. Il est donc le moyen de communication, le seul qui reste entre les individus, bien sûr avec le téléphone, mais les gens de mon âge utilisent encore le téléphone, les gens de l'âge des deux auditionnés du bas n'utilisent plus, utilisent l'Internet. Donc tout à fait. On en parlera donc dans un deuxième temps. Alexandre Chon, peut-être, ton avis là-dessus, s'il te plaît. Alors, me concernant, moi, c'est vrai que clairement, on voit des grandes plateformes de vente en ligne comme Amazon, Cdiscount, Fnac, etc., avoir une part très prégnante actuellement dans le débat public, puisque mis en lumière par les politiques de confinement, que ce soit en France ou à échelle européenne ou à échelle mondiale. Moi, j'ai une lecture vraiment sur le prisme numérique de la situation du livre actuellement, surtout en période de confinement, à travers quelques exemples assez simples qui empiriquement nous fait un petit peu raisonner sur qu'est-ce qu'on veut pour le livre demain. Alors, c'est que des idées, c'est pas un présupposé politique, c'est juste des pistes de réflexion. Si on prend par exemple un objet d'analyse comme les liseuses Kindle, par exemple. Des liseuses proposées notamment essentiellement d'ailleurs par Amazon, qui sont des tablettes numériques sur lesquelles on visualise les différents ouvrages. Il faut voir que, par exemple, à la fin mars, il y a eu une grande campagne de promotion d'Amazon sur ces fameuses liseuses électroniques. On avait du moins 31% pour des prix à 59 €.
Et donc, ces appareils connectés posent des questions en termes de préservation des données personnelles, notamment parce que, notamment depuis le CCPA, c'est-à-dire la Californian Consumer Privacy Act, qui a été adopté assez récemment en Californie, c'est cette récente loi sur les données personnelles en Californie qui permet maintenant de demander aux utilisateurs de demander à Amazon l'envoi d'informations. Donc, vous avez beaucoup de gens qui s'y sont essayés, des amis à moi aussi. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est différents tableurs Excel qui sont envoyés avec de nombreuses lignes, avec des choses assez intéressantes que Amazon collecte sur nous, sur ce type de lecture numérique, cette nouvelle façon de consommer du livre, c'est-à-dire le nombre de livres qui ont été lus par l'application, par nous en tant qu'utilisateurs, les citations qui ont été surlignées, les passages copiés-collés dans le bloc-notes, les définitions cherchées dans le dictionnaire Kindle. Et toutes ces données-là, dans les conditions générales d'utilisation, peuvent servir à payer les fournisseurs de contenu, à améliorer l'expérience de lecture et d'achat. Donc, c'est des choses qui remettent en perspective l'usage à la fois du livre physique et à la fois ce genre de support numérisé aujourd'hui. Il y a sur la question vraiment du livre physique aussi, les différentes stratégies qu'Amazon a opérées jusqu'à hier ou avant-hier, notamment après cette décision de justice qui a été prise après l'action portée notamment par Sud Commerce, autour de comment vendre des livres comme une denrée qui est considérée comme prioritaire ou non prioritaire en fonction de comment la posture qu'adopte Amazon par rapport à ce problème-là. Mais passer par le marketplace comme il fait, c'est-à-dire pas sa plateforme de vente à lui en tant qu'Amazon, mais passer par des vendeurs privés, permet à la fois de continuer à faire du business autour de la vente de ce type de produit, mais également aussi de permettre de faire apparaître des prix de vente qui sont très décorrélés du prix éditeur en général, avec des prix qui sont très surprenants que l'on peut trouver en cette période, et même des fois ça se trouvait aussi avant, sur ce type de plateforme. Donc c'est tout le rapport aussi entre le prix des livres vendus sur des plateformes comme Amazon et des prix aussi qui sont pratiqués par les éditeurs en tant que tels. Et puis, il y a une autre chose, un dernier élément que je voulais soumettre aussi à interrogation auprès de Lionel Morel et de monsieur également en tant que libraire et aussi en tant que Lionel Morel en tant que professionnel, tout ce qui est au niveau des bibliothèques. C'est tout le rapport aussi qu'on fait aujourd'hui avec le livre électronique qui singe un petit peu la stratégie du livre papier, c'est-à-dire le maintien d'une artificielle rareté, l'idée d'avoir un système de livres avec une lecture limitée dans le temps, tout ce qui est voilà, cette idée d'exemplaire unique et le rapport qu'on veut entretenir avec le livre électronique demain par rapport au modèle qu'on connaît dans la bibliothèque aujourd'hui. Et à se poser la question de qu'est-ce qu'on veut pour le livre demain, comment est-ce qu'on permet au livre électronique d'être un outil pour avoir une libre connaissance des informations dans la société et non pas comme un moyen de faire de la rétention d'œuvres culturelles à travers voilà, des systèmes de licences limitées qui sont aujourd'hui assez légales. Donc c'est tout cet aspect-là au prisme du fait qu'aujourd'hui, Amazon profite du contexte pour faire des promotions sur des produits comme Kindle. Ce n'est pas le seul à faire ce genre de promotion-là. Et donc, de se poser la question de quelle place pour le livre physique demain et quelle place pour le livre électronique dans cet objectif d'avoir une libre circulation des informations. Voilà. Merci. Sur le livre et la concurrence que livre Amazon, en ce moment, nous avions posé un rapport avec un de mes collègues, Yannick Kergolop, sur le prix unique du livre. Ce prix unique du livre déjà été mis à mal avant la crise. Alors là, effectivement, on a, bien sûr, Alexandre l'a relevé, on a une problématique qui s'amplifie. Alors, Lionel Morel, un constat
aujourd'hui? Oui, moi, ce qui m'a frappé en fait dans les premiers moments de la crise, c'est on a vu arriver en ligne tout un ensemble de contenus culturels, des livres, même pas que des livres d'ailleurs, qui ont été mis à disposition assez largement, à la fois par des acteurs publics qui en disposaient, qui ont élargi leur offre. Hein, on a vu ça à la radio, on a vu ça dans les universités, voilà, mais aussi d'éditeurs de livres privés qu'on a vu ouvrir une partie de leur catalogue et même l'offrir. Hein. J'étais assez frappé par ça. Hein. Certains éditeurs ont pris des livres de leur fonds et l'ont offert au moins à la consultation, parfois au téléchargement. Et j'avoue que j'ai trouvé que c'était assez significatif d'une certaine retrouvaille avec un esprit d'Internet qu'on avait un peu perdu de vue depuis longtemps. D'Internet comme une bibliothèque d'accès au savoir, voilà. Et dans une période de crise comme ça et de blocage, on est un peu revenu à un Internet qui n'était pas seulement un outil de divertissement, pas seulement un outil de support publicitaire. Voilà. Et je trouve qu'il y a eu à un moment donné une dynamique qui était vraiment intéressante, y compris, je souligne, d'acteurs privés, hein, qui sont des acteurs commerciaux de la part d'éditeurs. Si vous allez voir le catalogue de La Découverte, par exemple, ils ont fait un effort vraiment significatif pour rendre accessible un certain nombre de leurs titres. Je signale aussi que dans un contexte un peu différent, moi je travaille au CNRS aujourd'hui, dans le champ scientifique, il y a un débat très fort qui s'est engagé avec les éditeurs scientifiques qui, sous la pression, ont été obligés aussi d'ouvrir une très grande partie de leur contenu. Bon là, on est plutôt sur des articles de revues scientifiques, mais il y a aussi des livres, hein, parce que le problème d'accès au savoir a joué un rôle majeur hein, dans cette crise. Hein, c'est-à-dire que pour trouver une solution à la crise, il faut que le savoir circule et recircule le plus largement possible. Et donc, les modèles basés sur des paywalls et des murs payants et la fameuse rareté artificielle dont parlait Alexandre ont subitement vu leur légitimité, qui était déjà bien entamée quand même dans le champ scientifique, s'effriter encore plus dans cette période de crise. Et je pense que dans le champ scientifique, la situation va laisser des traces indélébiles. Il y a certaines communautés de chercheurs qui ne seront pas plus prêts à accepter un retour en arrière par rapport à la situation et à l'ouverture qu'on a vu arriver. Je pense que dans le champ du livre, il y a vraiment une question à se poser aussi là-dessus, hein, c'est-à-dire sur quelle est la part des idées qu'on veut continuer à voir circuler dans des modèles fermés et quelle part on veut se redonner la possibilité de faire circuler autrement. Sachant que j'ai bien conscience hein, qu'il y a toute une question économique derrière, on a la question des auteurs, qui est très critique hein, d'ailleurs. Si on parle du livre, moi j'étais très très sensible aux signaux d'alerte qui ont été envoyés par les auteurs de l'écrit, qui se retrouvent actuellement dans une situation très compliquée. Hein, et ça fait d'ailleurs plein de liens avec tout ce qui était dans le rapport Racine sur repenser le droit d'auteur, repenser la création, comment on représente les auteurs. Voilà, ça c'est un point très important aussi. Mais donc, du coup, voilà, je pense que cette crise, elle nous pousse à nous reposer la question de ce qu'on veut faire d'Internet et des modèles de circulation de la culture et du savoir aujourd'hui. Alexandre a parlé de la situation des bibliothèques, que je connais bien parce que je suis bibliothécaire hein, de profession à la base, hein, je suis conservateur de bibliothèque. Alors, en bibliothèque, il y a eu un phénomène très particulier parce qu'on est un peu comme les libraires, c'est-à-dire que nos lieux physiques ont été fermés, hein, donc il n'y a plus aucune activité possible de prêt de livres matériels. Et donc, du coup, beaucoup de bibliothèques proposent des services de prêt de livres numériques à travers une plateforme qui s'appelle PNB, dont les chiffres d'usage ont beaucoup augmenté hein, ces dernières semaines. Mais si vous voulez, le dispositif PNB, il soulève plein de difficultés parce que le système qui a été mis en place en France est très restrictif. Vous n'avez pas l'intégralité des catalogues. Vous avez un système aussi d'obligation pour les bibliothèques d'acheter des jetons qui rematérialisent, si vous voulez, cette rareté artificielle qu'on veut sur le livre. Et ça révèle aussi, par contraste, des années et des années de retard qu'on a pris en France sur cette question du prêt numérique en bibliothèque. Et dans un moment critique comme celui-là, ça aurait pu jouer un rôle tout à fait décisif, hein, en plus de l'achat de livres numériques, pour permettre à la population de continuer à avoir un accès satisfaisant. Et ça, il y a eu des alertes pendant des années hein, qui ont été envoyées au ministère de la Culture là-dessus, qui n'a jamais vraiment voulu se saisir du sujet et notamment intervenir pour que
les conditions de prêt de livres numériques en bibliothèque soient vraiment au rendez-vous. Et ça a un lien aussi avec la rémunération des auteurs, hein, parce que les conditions de rémunération des auteurs sur les prêts en bibliothèque ne sont pas non plus d'une clarté absolument nette et transparente. Donc voilà, donc moi le constat que je fais, c'est un peu, d'une certaine manière, c'est aussi une occasion de se reposer des questions qui ont été mises depuis longtemps sous le tapis et qui devraient maintenant être abordées de manière plus frontale. Merci. Nous aurons une audition comme celle que nous faisons maintenant avec les auteurs pour parler effectivement de la problématique là du droit d'auteur véritablement et de ce que la crise a comme impact parce qu'effectivement sur la toile la diffusion est plus ou moins gérée, donc à un moment donné il y a de toute manière un échappement des droits d'auteur, il y a un cadre qui est en train d'exploser et il y a des repensées de cadres justement qui sont en train d'arriver, ceux que vous avez ouverts, les pistes que vous avez ouvertes, Alexandre, Lionel. Je reviens à Xavier Mauny sur la crise et le fait, effectivement, à un moment donné, le fait économique et surtout la perspective. Donc, là, aujourd'hui, avec quelles sont vos relations, parce que je vois que dans plusieurs secteurs, je suis député dans ma circonscription, tous les secteurs sont impactés, notamment avec leurs relations avec les banques, avec les fournisseurs, ils ont trouvé des solutions avec les clients quelque part, mais c'est-à-dire qu'ils ont trouvé des solutions d'un côté, mais en amont, ceux qui pouvaient les aider, eux, n'ont pas trouvé de solution. Donc là, l'État, à un moment donné, doit intervenir. Et j'ai envie de vous poser la question à tous les trois, dans quelle mesure l'État, là, maintenant, en telle période de crise, doit intervenir? Alors, j'ai entendu les pistes sur Internet, la repensée des choses et tout, mais maintenant, comme l'a dit aussi Lionel Morel, nous avions, nous, déjà questionné cette problématique, des problématiques des bibliothèques, des choses comme ça, sur la toile. Maintenant, l'État est devant une crise majeure. Et il doit intervenir. De quelle façon doit-il intervenir? Je vais commencer par Xavier Mauny, s'il le veut bien. Oui, bah, nous, alors là, moi en tant que responsable de la librairie et du syndicat, les premières choses que nous avons faites, c'est-à-dire dans la semaine qui a suivi, ça a été dans un premier temps de se tourner vers les fournisseurs et de travailler avec les fournisseurs. Vous savez très rapidement, hein, mais que c'est un univers qui s'est considérablement resserré et financiarisé ces dernières années, avec 4 gros acteurs qui font 90% du marché. Donc ces 4 gros acteurs-là, j'ai considéré, moi, qu'ils avaient une responsabilité aussi de soutien de la filière, puisque, et je mesure aussi qu'ils ont des difficultés, hein, ils ne peuvent plus sortir de livres, donc c'est évidemment un problème pour eux, mais que dans un premier temps, donc, on s'est retourné vers eux. Donc, ça, c'était pour une question de report d'échéance et d'aide à la trésorerie, si on peut dire. Et dans un deuxième temps, oui, il y a eu les dispositifs, entre guillemets, de droit commun, c'est-à-dire chômage partiel, évidemment, et PGE, le plan de garantie par l'État. Donc, les 2 dispositifs qui ont été mis en place et qui, de fait aussi, peuvent servir à la librairie. En tous les cas, le chômage partiel sert à la librairie dans 80% des cas. Après, il y a quelques, comme on dit, trous dans la raquette de gens qui ne rentrent pas dans le dispositif, comme moi, par exemple. Mais enfin, ça, c'est très particulier. Et ensuite, on a travaillé sur un plan, et moi, ce que j'ai formulé précisément, j'ai demandé au pouvoir public de créer un fonds de soutien d'urgence à la librairie. Donc, la création de ce fonds a été actée en conseil d'administration du Centre national du livre il y a une quinzaine de jours. Bon, je veux dire, maintenant, on a créé un peu la coquille. Maintenant, il faut alimenter cette coquille-là. Moi, ce que je demande, c'est que l'État prenne sa part de responsabilité sur la manière dont on peut compenser la perte d'exploitation, non pas la perte de chiffre d'affaires, parce que la perte de chiffre d'affaires, ça, c'est encore autre chose, mais la perte d'exploitation, c'est-à-dire le reste à charge. Quand une librairie ferme, le reste à charge qui continue de courir. Voilà. Je considère que l'immense majorité des librairies n'auront pas les moyens financiers aujourd'hui en termes de fonds propres de passer le mur du mois de juin ou du mois de juillet ou du mois d'août. C'est les 3 mois qui vont être extrêmement compliqués pour la profession. Et donc, j'ai travaillé pendant des jours et des jours sur la manière de chiffrer et de voir de quel montant on parlait. Et donc, c'est un chiffre qui s'évalue
alors vous allez me dire la fourchette est un peu large, mais entre 10 et 13 millions d'euros par mois de fermeture pour toute la librairie dite indépendante. Voilà. Donc chaque mois, quand on reste fermé, on a un reste à payer qui s'évalue entre 10 et 13 millions d'euros et pour lequel aujourd'hui, on n'a quasiment aucune solution. Parce que l'endettement, le PGE, le prêt garanti par l'État, certes, c'est un dispositif astucieux, malin et tout ça, mais là où j'alerte les pouvoirs publics, c'est je leur dis attention, enfin, faites attention à ce que on n'arrose pas là où c'est déjà mouillé, quoi. Et que les structures les plus fragiles, celles qui ont des problèmes structurels, ne soient pas exclues de ce dispositif-là parce qu'elles sont déjà suffisamment endettées, parce qu'elles viennent, c'est une reprise de librairie toute fraîche, parce que c'est une création toute fraîche, parce que c'est des travaux qui viennent d'être effectués. Donc notre modèle, il est extrêmement contraint. Et ça fait des années et des années que je le dis, que je l'exprime, études très précises à l'appui. Donc, ça doit permettre de repenser, si on est dans un avenir un peu, dans une forme un peu de prospective et de sortie de crise, ça doit tous nous conduire autour d'une table, c'est-à-dire l'acteur public, l'État, qui a une responsabilité, notamment par la loi de 80 et tout ça, donc il a une responsabilité sur la filière, et puis tous les partenaires, éditeurs, auteurs, libraires, évidemment, se mettre autour de la table pour essayer d'imaginer un écosystème qui pourrait se réinventer et qui pourrait déjà créer plus de valeur et redistribuer plus de valeur aux différents acteurs qui en souffrent le plus. Les auteurs, j'en suis conscient, une bonne part d'éditeurs aussi. Je ne me fais pas le porte-parole des éditeurs, mais il y a beaucoup de petites structures aujourd'hui qui sont en très très grande difficulté. Et évidemment, l'immense majorité des libraires. Merci, merci. Alors, en ce qui concerne le PGE, dans la librairie et sûrement comme ailleurs, certaines banques font peut-être le nécessaire, d'autres le font beaucoup moins. C'est-à-dire que les requis pour pouvoir, les prérequis et les requis pour pouvoir avoir accès à ce PGE, qui est le prêt garanti par l'État, dans certaines banques, c'est extrêmement difficile. Hein. Et les aides promises par l'État aussi sont très difficiles, notamment lorsque derrière les 1 500 €, on ajoute des aides exceptionnelles. Pour cela, si on est artisan et qu'on travaille seul, on ne peut pas y prétendre, parce qu'il faut avoir au minimum un salarié. Vous voyez, il y a des choses qui doivent évoluer, et donc tous ces processus-là sont de fait, à un moment donné, exclusifs et pas inclusifs. Et je reviens sur ce qui avait été dit par Lionel Morel et Alexandre Rochon sur la question de la diffusion de la culture et de la diffusion culturelle et surtout de son accessibilité. Ce moment-là, c'est peut-être un moment charnière, effectivement, mais aussi un moment qui va nous permettre aussi de repenser le fait du droit à la culture. Du droit à la culture, c'est-à-dire, comme le disait Lionel Morel à un moment donné, c'est qu'est-ce qui doit être diffusé quand on reprend les diffusions scientifiques notamment, que les articles soient maintenant, pour cette période au moins, pas tous, mais au moins quelques-uns, ouvert et en open source devient très intéressant, ce qui permet de considérer qu'avant, les gens devaient payer pour pouvoir accéder à ces sources. Donc, ça veut dire que tout un champ culturel, normalement, devrait être accessible de droit. Maintenant, la plus grosse encyclopédie est devenue Internet. Comment on fait pour effectivement concrétiser ça? Je vais commencer à poser la question à Alexandre Rochon, puis je la poserai à Lionel Morel. Donc la question en résumé, c'est comment permettre une meilleure circulation des informations Une accessibilité, comment essayer d'inventer un modèle qui fasse que il y ait toujours ces interactions humaines des librairies et d'autres, mais qu'effectivement ce moment nous permet de repenser la question de l'accessibilité à la culture. Et jusqu'où, comment est-ce qu'il y aurait un dispositif à mettre en place? Voilà. Alors, sur cette question-là, c'est une question très très vaste, sur laquelle repenser ce rapport-là, c'est repenser l'ensemble des paradigmes qui font qu'aujourd'hui, on conçoit la culture d'abord comme un bien de consommation
et non pas comme une œuvre partageable pour le bien de la société. Tant qu'on ne peut pas rompre avec cette conception marchande de la culture, il y a un ensemble d'éléments sous-jacents d'un point de vue cascade qui font que tous les mécanismes de pensée politique sur lesquels nous raisonnons pour légiférer autour de l'accès à la culture sont de facto un petit peu sclérosés. Alors, autour de cette question-là, il y a une question prioritaire qui est bien sûr la question pour pouvoir ouvrir l'accès à toutes ces œuvres culturelles, que ce soit des livres, des peintures, etc. Il y a bien sûr toute la question de, comme le disait Lionel Morel notamment, la question du droit d'auteur, la question de la rémunération en général, de la création et de l'artiste. Actuellement, nous sommes dans une situation où les artistes et les créateurs ont beaucoup de difficultés à trouver une source de revenus pérenne et fiable qui leur permettent aussi d'être moins rigidifiés sur les conditions d'accès à leurs œuvres. Parce qu'aujourd'hui, l'accès aux œuvres est conditionné d'abord sur si tu as accès à mon œuvre, c'est à ce moment-là que tu payes. Et on part sur le présupposé que ce moyen de rémunération est le moyen de rémunération principal de l'artiste. Or, aujourd'hui, quand vous n'êtes pas un artiste mainstream sur lequel vous avez un auditoire important, vous ne pouvez pas vivre uniquement de ce travail-là. Donc, vous devez trouver des sources complémentaires. Donc, c'est toute une redéfinition de comment la création permet à l'artiste de vivre dignement. La question aussi des intermédiaires est une question absolument fondamentale aussi, c'est-à-dire qu'à quel moment un intermédiaire constitue une plus-value dans la chaîne logistique globale de diffusion de l'œuvre et à quel moment il en devient un frein. Je vous prends un exemple tout à fait concret, toujours sur une thématique que je connais, qui est la thématique numérique, sur l'idée d'Amazon. Amazon est typiquement un objet de réflexion qui relève l'hypocrisie des institutions européennes. Pourquoi? Parce que dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, notamment le titre 7, qui régit tout ce qui est le droit européen de la concurrence, libre et non faussée dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, on se retrouve quand même dans une contradiction totale entre ce que représente Amazon et ce qui est censé appeler de ses voeux le titre 7 du TFUE, qui veut une concurrence libre et non faussée. Pourtant, on est exactement dans un abus de position dominante. Un abus de position dominante, c'est le fait qu'à un moment donné, une plateforme en particulier utilise un monopole qu'elle s'est constitué pour imposer des conditions de vente et des règles du jeu qui sont clairement à son avantage et qui défavorisent les autres. Google est dans cette situation-là aussi. Donc en fait, il y a la domination d'un marché par une entreprise qui utilise cette position favorable pour imposer des conditions de vente déloyales. C'est exactement ce que fait Amazon. On le voit encore aujourd'hui quand elle essaye de déstabiliser, par exemple, certains éditeurs en les contournant sur le marketplace avec le marché d'occasion. Et en plus de ça, non seulement elle impose ses règles dans un marché de la culture aujourd'hui, donc qui constitue un frein à cet accès à la culture, mais en plus de ça, elle ne paye même pas ses impôts de façon légale. Par exemple, au Luxembourg, on reprend l'exemple d'octobre 2017 où la Commission européenne a sommé l'État du Luxembourg de récupérer 250 millions d'euros qu'Amazon n'aurait pas versés au Grand-Duché luxembourgeois. Donc, à un moment donné, l'accès à ces œuvres-là, c'est revoir un petit peu ce qu'on avait mis en avant tout à l'heure, c'est-à-dire les liseuses numériques, etc. C'est revoir les conditions d'accès aux rémunérations, c'est revoir toute la chaîne logistique avec la question des intermédiaires, mais c'est aussi une part, Michel, au-delà de la question de l'État, c'est aussi la question des instances européennes et de l'échelon européen. Et qu'à un moment donné, si l'Union européenne veut être vraiment réglo avec ce qu'elle prône elle-même, c'est mettre en place et faire respecter les règles antitrust sur les ententes, sur les abus de position dominante, sur les monopoles et les concentrations dans le milieu culturel, clairement. Elle a les outils pour casser ces monopoles, elle ne le fait pas.
Merci, merci. Maintenant, la librairie et les libraires ont fait de leur espace un espace de proximité avec le livre, avec tout un panel culturel qui est extrêmement intéressant. Le lieu de conseil, d'expertise et quelque part de pas mal d'actions autour du livre et des auteurs. Ceci, cette proximité, comment rendre cette proximité sur quelque chose de virtuel. Et ces plateformes de librairie, lorsque nous avions fait ce rapport sur le prix unique du livre, nous avions vu les plateformes de librairie. Certaines librairies ont mis en place des plateformes, mais à l'époque où nous avions fait le rapport, je crois que les livres numériques représentaient entre 8 et 10% en France, beaucoup plus ailleurs, mais en France, c'était quelque chose qui n'explosait pas. Aujourd'hui, via la crise, eh bien, la chose explose. Comment ne pas, en gros, je vais le dire, comment intégrer et ne pas faire disparaître tout l'espace de tout ce métier de libraire, qui est un métier très important, dans cette diffusion des livres. Les éditions, comment intégrer les éditeurs? Les éditeurs, quelque part, ça risque de se passer, entre guillemets, peut-être un peu plus facilement, ils peuvent s'adapter un peu plus facilement sur la toile, mais le libraire, lui, il va bien falloir que si la toile prend une part très importante, il va bien falloir à un moment donné soit qu'il s'adapte ou que nous éditions des règles de commercialisation, entre autres, mais aussi de diffusion de ces livres. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver un moyen de faire ça? Comment intégrer, mais véritablement, pour casser justement ce monopole d'Amazon, comment les libraires pourraient être en mesure de pouvoir se défendre aujourd'hui contre ces monopoles qui deviennent de plus en plus prégnants sur la profession. Pour répondre, Lionel. Ah, pardon. Moi, si vous voulez, sur l'analyse, je ne pense pas que le boom actuel du livre numérique, qui est lié à un contexte très particulier, déplace tant que ça les équilibres par la suite. Je pense qu'à partir du moment où on va se déconfiner, ça m'étonnerait en fait que le livre papier ne retrouve pas une place importante. Parce que en fait, ça c'est un peu la leçon qu'on a vue des 10 dernières années, si vous voulez. Il y a eu voilà, à un moment donné une grande peur que le livre numérique balaie le livre papier. Et finalement, le livre papier, c'est vraiment le support culturel qui a une résilience très très forte. Et je ne suis pas certain, bon évidemment, ça peut bouger un peu les équilibres, hein, c'est-à-dire des gens qui ont peut-être passé le pas maintenant, mais je doute quand même que ça bouleverse beaucoup, tant que ça les pratiques. Et je pense que c'est plutôt encourageant dans la possibilité justement d'articuler une diffusion plus large du numérique tout en préservant une économie papier. Parce que c'est pendant longtemps, hein, ceux qui militaient pour que les contenus numériques circulent plus facilement se voyaient opposer l'idée qu'ils allaient détruire les marchés des biens culturels. Mais depuis 10 ans, ce n'est pas ce qu'on a vu en fait. Hein. Les chiffres d'affaires du livre n'ont jamais été aussi importants que maintenant. Du livre papier, je veux dire. Et le livre numérique n'a pas du tout cannibalisé le chiffre d'affaires du livre papier. Donc, sur les propositions qui permettraient de changer vraiment la donne, moi j'ai souvenir de la lecture du livret numérique de la France Insoumise, dans laquelle il y avait des propositions assez radicales de légalisation du partage associées à des nouvelles formes de rémunération type licence globale ou contribution créative, qui sont là vraiment des solutions qui ont longtemps été portées par des militants du numérique, hein, notamment à l'époque où on discutait de la loi Hadopi, et qui n'ont pas été retenues hein, par le législateur, mais qui mériteraient hein, d'être réinterrogées. Voilà. Dans les solutions un peu moins radicales, vous avez la consolidation de l'accès par les bibliothèques publiques, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est aussi une manière qui permet d'ailleurs d'assurer une rémunération à tous les acteurs, hein, parce que dans le système PNB là, qui est mis en place en France, les libraires ont aussi une part. Hein. Les bibliothèques achètent aux libraires les livres numériques, donc ça ne déstructure pas non plus cette filière-là d'approvisionnement. Mais desserrer le cadre actuel en bibliothèque numérique, ça permettrait peut-être de ne pas aller jusqu'à la légalisation du partage et la licence globale, qui politiquement est une grosse affaire quand même, hein, y compris d'ailleurs vis-à-vis de l'Union européenne, ça poserait quand même plein de questions. Mais ça permettrait peut-être d'ouvrir, voilà, d'avoir
un accès qui serait ouvert, tout en gardant une rémunération pour tous les titulaires de la chaîne. Mais encore une fois, je ne pense pas que le livre papier, on puisse l'enterrer comme ça. Il a déjà traversé trop d'épisodes pour que cette crise-là, à mon avis, l'enterre complètement. Merci, je suis assez d'accord avec la conclusion. Xavier, Moni, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis assez d'accord aussi. Je pense que le livre papier a encore de beaux jours devant lui. Et je pense qu'on va bien finir par se sortir de cette crise à un moment ou à un autre. Et je pense que le livre papier reprendra sa place. Pour plein de raisons, je le vois dans la librairie, ça reste socialement et culturellement, le livre, c'est quelque chose de fort, c'est un objet de cadeau, c'est un objet de bibliothèque, c'est un usage totalement différent du numérique. Cela étant, parce que là on est quand même dans différentes hypothèses, si le marché du numérique qui n'a jamais vraiment décollé en France pour les raisons que j'évoquais en partie préalablement, décolle un petit peu plus et vient prendre 4-5 points de part de marché au livre, déjà il faudra bien regarder précisément à quelle typologie de publication ça prend des parts de marché, ça restera aussi un vrai sujet, et ça peut quand même continuer à déstabiliser notre filière. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même qu'on anticipe la chose. Je tiens quand même à dire que les libraires sont présents, même s'ils sont présents de manière peu proactive sur le marché du livre numérique, mais on vend tous du livre numérique. Moi, je vends tous les jours en ce moment, et un peu plus que d'habitude, du livre numérique via les sites collectifs de libraires qui vendent du livre. On s'était rencontrés là-dessus quand vous m'aviez posé des questions sur la loi sur le prix unique du livre et la question des frais de port. Tous les libraires aujourd'hui expédient des livres si les clients souhaitent recevoir des livres, et tous les libraires aujourd'hui vendent un petit peu de numérique. Alors, bon, je dois avouer qu'on n'est pas à la hauteur du marché. La part de la librairie est insignifiante par rapport aux gros acteurs. Et là où je vais dans votre sens, c'est que moi, j'ai quand même aujourd'hui la conviction que ces modèles-là, les modèles qui sont proposés via les plateformes et via les… En fait, elles sont de fait, elles excluent les petits acteurs. De fait, on ne rentre pas sur le marché avec les mêmes armes qu'un Amazon ou un Google ou un Fnac. On n'a pas les mêmes moyens techniques, on n'a pas les mêmes moyens de communication auprès de nos outils, on n'a pas les mêmes services après-vente derrière. Enfin, il y a toute une infrastructure logistique aussi. Donc, on a essayé de faire ça en commun, mais je reconnais que ce sera sans doute un sujet qu'il va falloir reprendre après cette crise en se disant comment nous, on se positionne collectivement sur le marché du livre numérique. Et je voulais redire un point qui est extrêmement important parce qu'il peut y avoir un aspect législatif là-dessus, c'est le livre audio numérique. On en parle assez peu. Il échappe à la loi de 81, c'est-à-dire qu'il ne fait pas l'objet du prix unique, et c'est un usage qui se développe énormément. Et regardez bien les uns et les autres la place qu'a pris une structure qui s'appelle Audible. Audible, c'est une branche d'Amazon sur l'audio numérique. Petit à petit, cette entreprise a fait notamment de la pub, et ça m'avait choqué, et je m'en étais ému auprès des pouvoirs publics, sur France Culture, par exemple. Il y avait des pastilles de pub le matin à 7h-5 concernant Audible. Et donc, là, moi, ce que j'entends d'acteurs et de confrères et d'éditeurs importants sur le marché aujourd'hui, c'est que la stratégie d'Amazon, ce n'est pas le livre papier et ce n'est pas la vente en direct de livre papier. Leur stratégie, c'est de continuer à faire grandir leur plateforme, leur marketplace, de prendre un pourcentage sur la revente de livres d'occasion, en brouillant savamment la loi de 81 sur l'affichage du prix unique du livre, et ça, tous les acteurs du marché devraient s'en préoccuper, auteurs, éditeurs, libraires, parce que quand on brouille à ce point la valeur de quelque chose, on a une responsabilité, je trouve. Donc, il y a ça. Et ils sont très forts et ils mettent beaucoup de moyens sur l'audio numérique parce qu'ils ont bien vu que sur l'audio numérique, il n'y avait pas de dispositif législatif qui protégeait le marché français. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que ce qui se passe, on est tous confinés chez nous, on prend l'habitude d'aller de plus en plus, d'aller écouter des podcasts, d'aller écouter éventuellement un bout, vous entendez
toutes les promotions qu'il y a, toutes les initiatives de lecture de comédiens en ce moment, de grands textes de la littérature, je pense que c'est un usage qui est en train de s'installer en France, qui commençait déjà à s'installer et qui s'installe de plus en plus. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas de régulation du marché. Aucune. Merci, merci. Moi, je note, nous avions, en tout cas sur certaines choses dans le rapport où nous nous étions rencontrés, nous préconisé certaines choses qui n'ont pas été relevées. Maintenant, j'ai posé la problématique de la librairie, d'Internet, quelle est l'interaction. J'ai peut-être oublié des choses et ça me fait penser qu'il faut que l'on reste sur le phénomène de crise que nous avons, et ce phénomène de crise qui doit nous amener à penser, vous avez vu que chacun y va avec son monde d'après. Et alors, dans ce monde d'après, il peut basculer dans quelque chose de vertueux, de quelque chose de relativement positif, d'une société de partage, ou absolument l'inverse, vous l'avez vu, notamment, vous l'avez vu, sur ce qui est proposé socialement, c'est pas d'embaucher plus, mais que chacun travaille plus, qu'il donne de ses congés payés, qu'il donne de soi-même, mais que la solidarité, elle ne s'exprime pas. Solidarité étant un mot qui a une entrée et une sortie, c'est-à-dire que ceux qui ont plus donnent un peu plus pour que ceux qui ont moins puissent vivre dignement. Et alors, dans ce sens-là, comment on peut orienter ça? Maintenant, j'ai dû oublier des choses et j'aimerais vous entendre peut-être là-dessus, mais véritablement, ce partage, cette nouvelle société. Alors, on a parlé de la diffusion culturelle, mais concrètement, cette notion de partage, c'est-à-dire comment casser les monopoles et comment refaire de la distribution. C'est quelque chose d'un peu plus technique, mais comment on pourrait faire ça? Alexandre. Le monde d'après, il va dépendre des leçons qu'on tire au niveau sociétal, au niveau politique de cette période inédite dans l'histoire de l'humanité qu'on rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire un monde entier, pratiquement en entier, qui est confiné. Ça pose beaucoup de questions au niveau de la culture, au niveau même du numérique. Je vais vous dire, il y a deux mots qui me viennent en tête. Le premier, c'est effet de choc. Le deuxième, c'est pharmacone. Pourquoi? Effet de choc parce que la crise qu'on est en train de subir, peut-être ne va créer aucun bouleversement dans ce qu'on est en train de vivre dans le cadre culturel et numérique aujourd'hui. Autant, et nous, au niveau du livret numérique, on le voit sur les thématiques sécuritaires avec l'audition qu'on a fait avec la Quadrature et l'Edry la semaine dernière, il y a une vraie question sur des effets de choc, c'est-à-dire un bouleversement, mais pas dans le bon sens, de comment va être utilisé le numérique en matière de tracking, en matière de multiplication de la surveillance par drone, de la reconnaissance faciale implémentée dans les technologies, etc. Au niveau numérique, c'est la même chose. C'est à un moment donné, est-ce qu'on va réussir à redéfinir notre rapport avec les éditeurs, avec les points de vente, avec les créateurs, parce que le numérique, en tout cas sur vraiment la question culturelle, est un pharmacone, c'est-à-dire ça peut être un remède comme un poison. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas traité la thématique des grandes plateformes, ça reste un élément poison. Tant que nous n'avons pas réglé un certain nombre de paradigmes essentiels, notamment encore une fois sur la question de la rémunération, c'est vrai que dans le livret, on porte la licence globale, on en est très fiers. On porte également la question de la caisse de contribution créative. On a beaucoup travaillé sur les thèses d'Evelyne Morozov, par exemple, ou d'autres sur toutes ces questions-là. Et on pense qu'il est important d'avoir une vraie stratégie du choc, non pas négative, mais cette fois-ci positive, à l'image de ce que Snowden a été pour le RGPD au niveau européen sur la protection des données à caractère personnel. Donc, il y a toute la façon de repenser notamment le monde de la librairie avec les SCIC, avec les SCOP, avec aussi des formes de coopératives numériques à travers le partage libre, de relancer un petit peu des problématiques comme le peer-to-peer et de voir en fait que toutes ces actions-là ne sont pas antagonistes, mais coopératives et coévolutives ensemble. Donc, il y a un vrai travail de dialogue et de pédagogie à faire autour de ça
pour redéfinir le rapport qu'on veut avec non pas le bien, mais avec l'œuvre culturelle en tant que telle. Et le monde de la librairie, dans le monde réel, IRL, a une place extrêmement majeure et extrêmement importante dans la façon que l'on a, non pas de consommer, mais d'apprécier l'œuvre culturelle en tant que telle. Donc, c'est sur cet élément-là. Aujourd'hui, moi, je constate qu'effectivement, en France, il n'y a pas un bouleversement majeur fait par le numérique sur la consommation notamment, par exemple, de livres, pour la simple et bonne raison que si vous prenez, par exemple, en 2018, vous aviez 2,3 millions d'acheteurs de livres numériques, c'était moins de 5% des Français contre 28,5 ou 28,9, je crois, millions de Français toujours sur le libre papier. Donc, il faut accompagner cette évolution et cette évolution, elle s'accompagne d'abord dans le monde réel. Merci Lionel. Oui, sur le monde d'après, avec deux amis, on a écrit une tribune qui s'appelle « Pour un plan national pour la culture ouverte et l'éducation ouverte », dans laquelle on essaie de défendre l'idée que les murs payants qui sont tombés pendant cette période de crise ne devraient pas être réinstaurés à l'issue. C'est-à-dire que cette crise, elle a remis un coup de projecteur sur la nécessité d'accès au savoir et les acquis de circulation qui ont été faits ces dernières semaines devraient conduire à ce qu'on laisse ces savoirs en libre accès. Et notamment dans cette tribune, on met en avant l'idée que notamment les contenus publics, là on va s'écarter un peu du livre, mais les contenus publics devraient être structurellement en libre accès. Je vous donne juste un exemple. L'INA, voilà, les contenus de l'INA sur les chaînes publiques sont derrière des murs payants. L'INA a une stratégie de ressources propres qui est vraiment la pure incarnation du New Public Management poussé à l'extrême. C'est insupportable en temps normal. En temps de crise, ils ont fait quelques petits gestes, vous voyez. Mais c'est leur modèle lui-même qui est juste intenable et qui, à mon avis, devrait complètement changer. Donc, on appelait à avoir un plan pour la culture ouverte et l'éducation ouverte. Il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur les contenus éducatifs. D'ailleurs, ça passe aussi par le livre, manuels scolaires, etc., qui sont dans une économie très contestable, d'ailleurs, avec presque entièrement financé par de l'argent public et qui devrait aussi être ouvert. Donc ça pourrait être une piste déjà de travailler sur les leviers publics. Après, à plus long terme, moi je pense quand même que le levier, enfin le chaînon de la chaîne du livre aujourd'hui qui est le plus important, c'est les auteurs. Parce que j'ai vraiment été extrêmement sensible à la manière dont se sont manifestés, notamment autour du rapport Racine. Et je pense que si on veut agir sur les verrous en termes de propriété intellectuelle, notamment parce que le nœud est toujours là, c'est toujours dans la question de propriété intellectuelle que le nœud se joue. Moi, j'ai vu une évolution de la part de certains auteurs, notamment ceux qui sont réunis en syndicats professionnels, qui commencent à comprendre que leur rémunération, elle n'est pas liée uniquement à une question de propriété, elle est liée à la reconnaissance de leur travail. Et dans le rapport Racine, il y a des tas de pistes qui permettraient d'avancer là-dessus, très concrètement, et qui planteraient des jalons pour l'avenir. Et à la faveur de la crise, je ne sais pas si vous avez vu, mais le ministère de la Culture, par exemple, en a profité pour enterrer la plupart des propositions du rapport Racine, et notamment tout le dispositif d'aide aux auteurs passe par des structures anciennes qui ne sont pas du tout celles que prévoyait le rapport Racine. Donc je pense que voilà, les auteurs, ils ont dans leurs mains beaucoup des clés de l'avenir, en fait, à condition qu'ils soient soutenus, parce que c'est aussi un des acteurs qui souffrent vraiment terriblement dans cette période de crise. Merci, oui, j'avais fait une proposition de loi là-dessus en 2019 dans notre niche, sur l'aide à la création notamment, et qui était en direction notamment des auteurs du livre et des arts plastiques notamment, qui n'ont pas du tout le même statut que peuvent avoir les intermittents du spectacle, notamment qui ont quelque part une espèce de règle technique et mathématique pour une rémunération lorsqu'ils ne travaillent pas. Ça n'est pas le cas pour le reste des professions artistiques. J'avais proposé une PPL là-dessus. Monsieur Moni, là-dessus, j'ai une question qui revient de mes collaborateurs et des internautes, c'est ce prix unique du livre. Rappelez-vous, lorsque nous avions posé notre rapport, la première des choses qu'on avait vues, c'est que ce prix unique avait été détourné très très vite par Amazon et puis d'autres grandes plateformes,
en offrant quasiment la gratuité des frais de port. Alors en fait, il ne pouvait pas offrir l'entière gratuité, c'est ce qui avait été proposé, donc il faisait les frais de port à 1 centime. Donc en fait, il l'offrait. Donc voilà, comment, vous avez vu, vous avez entendu, vous avez lu notre rapport, vous avez vu ce qu'il en a été dit. On nous a dit qu'il faudrait négocier avec la Poste. Je pense, moi, qu'il y a d'autres pistes, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Ben, évidemment que ça, c'est le caillou dans la chaussure pour nous, hein, cette histoire des 1 centime. On a évidemment, on a quand même réussi à faire en sorte que le livre acheté en librairie aujourd'hui, le livre neuf, soit moins cher que sur une plateforme, sur Amazon en livre neuf. Hein, je parle bien en livre neuf. Puisque dans une librairie, vous pouvez bénéficier de la carte de fidélité qui vous permet d'obtenir une remise cumulée de 5% maximum. Et donc, on a quand même là-dessus, objectivement, la librairie vend des livres moins chers que Amazon. Amazon a réussi à le retourner autrement en disant on fait du 1 centime d'euro. Bon, donc, expédié. Nous, en tant que libraire, ça c'est une question, enfin c'est un point tout simple. Moi, je fais de la vente en ligne. Je considère que les clients qui achètent des livres dans ma librairie et chez mes confrères achètent soit par militance, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à payer les frais de port, mais ils se refusent à acheter sur Amazon ou sur une autre plateforme, et il y en a. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui cette montée du discours militant. Et je pense que l'action du syndicat de la librairie française là-dessus a été forte depuis. On est identifié comme des militants anti-Amazon depuis des années et des années. On a même eu des contentieux avec un certain nombre de contentieux. Donc je crois qu'il y a ce discours militant. Et ensuite, il y a des clients qui viennent chez nous parce qu'ils ne trouvent pas le livre ailleurs. Ça peut arriver. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est pas en mesure d'avoir une place telle qu'on devrait l'avoir sur le marché, puisque moi, je facture les frais d'envoi, et donc ça ne peut être que du colissimo. Et donc, ce que je vous avais déjà dit à l'époque, c'est qu'effectivement, l'État pouvait prendre à sa charge aussi une compensation pour qu'il y ait un tarif livre de la Poste. Bon, ça n'est jamais arrivé, et je pense que ça n'arrivera pas. Je pense que ça n'arrivera pas. Donc ça, c'est la première solution. Et puis, il y a une deuxième possibilité. C'est soit tout à l'heure, Alexandre parlait des problèmes d'exode fiscal d'Amazon. C'est quand même un sujet dont on doit reparler. Ça fait des années et des années que les uns et les autres, on explique et on exprime que c'est une entreprise qui, certes, apporte un certain nombre de services que je ne conteste pas, notamment des services en termes de logistique, mais c'est une entreprise qui, de tout temps, en toute situation, et y compris dans une situation de crise comme celle-ci, s'exonère de toute participation au commun. Voilà. Et de fait, on est là totalement dans une forme de concurrence déloyale. Moi, je revendique de payer mes impôts comme tout le monde, de manière juste. On a un acteur aujourd'hui qui domine le marché et qui s'affranchit de toutes les règles fiscales aujourd'hui avec des montages financiers plus que douteux que tout le monde a déjà démontré. Et puis, il y a une deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir. Quelqu'un tout à l'heure parlait de la chaîne du livre aussi et de la manière dont on pourrait réinventer la chaîne du livre. Je pense aussi que les grands groupes d'édition aujourd'hui en France, qui sont au nombre de 4, ont aussi une responsabilité à accorder les mêmes conditions commerciales à des entreprises comme Amazon et à la librairie dite indépendante. Je pense que ça, ce n'est pas écrit dans le marbre. Et je pense qu'une part de la redistribution qui pourrait être faite en direction des auteurs, en direction des petites maisons d'édition et en direction des libraires pourrait venir d'un taux de marge commerciale beaucoup plus faible à Amazon plutôt qu'à la librairie. Enfin, ça, c'est tout à fait possible. On n'a pas les mêmes conditions générales de vente et il y aurait tout à fait une possibilité de trouver un moyen aussi de refinancer la chaîne autrement. Bien, bien. J'entends bien. Hein. Alors, sur le dépôt, dans le rapport que nous avions posé avec Yannick Kergolok, nous avions signifié cette problématique des frais postaux et nous avions dit la même chose que vous, c'est que l'État devait intervenir là-dessus. On nous a d'abord dit que la Poste n'était plus tout à fait une entité privée et donc que de toute manière,
À ce moment-là, il fallait légiférer. Alors moi j'avais dit, bah, légiférons alors à ce moment-là. Et ça résoudrait les dernières contributions que vous portez. Et puis quand même, sur le dépôt des livres, nous avions vu qu'il y avait un pourcentage lorsqu'il y avait un achat physique dans une librairie, mais vous avez à ce moment-là le réseau Fnac, et qui, lui, faisait ces choses-là, et qui avait, lui, tout intérêt, comme vous, à être en opposition à Amazon, mais pour lui, reprendre un monopole qui serait laissé par Amazon. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que lui, il avait des guichets physiques. Et donc, il pouvait dire, bah, il n'y a pas de problème, moi, pour moi, c'est tout bénéfique. Donc, comment on rééquilibre par rapport aux plus petits? C'est ça qu'il fallait voir aussi. Voilà. Donc, mais sinon, les préconisations que vous posez sont celles que nous avions posées nous aussi, et qui avaient reçu quasiment aucun écho, hein. Nous allons, je vois l'heure qui avance, nous allons bientôt terminer ces auditions, mais peut-être qu'on a oublié une facette, quelque chose. On va refaire un tour final, si vous le voulez bien. On va commencer, on va tourner, je crois que c'est à Alexandre, non? C'est bien ça? Je crois. Et on peut laisser la primeur à d'autres. Il y a pas de- Voilà. Alors, Le moi, mot peut-être le mot peut-être de conclusion de cette audition. moi je suis toujours très intéressé à entendre les différents acteurs professionnels de ce monde qui sont soumis à des pressions très importantes, qu'elles soient économiques, qu'elles soient parfois par des injonctions un petit peu politiques qui vont à l'encontre des réalités du terrain. Je prends toujours un très grand plaisir à écouter Lionel Morel, que j'avais aussi écouté à la Frappe il y a quelques mois aussi. Et je suis persuadé que aujourd'hui, faire confiance aux acteurs du monde du livre, faire confiance aux libraires, faire confiance aux différents collectifs associatifs, au monde du libre, aux libristes, etc. Toutes ces sphères-là ne sont absolument pas antagonistes, et qu'il y a une volonté réelle à la fois de vivre dignement des vocations de création que l'on fait, et permettre une libre circulation des connaissances et des informations aujourd'hui. Je pense que je pourrais rajouter un élément sur un aspect qui est un peu, Michel, un peu adjacent aux thématiques que tu traites, mais qui sont aussi extrêmement intéressantes. C'est toute la question aujourd'hui à la fois de l'accès aux manuels scolaires en période de confinement, mais l'accès aussi aux différentes plateformes collaboratives qu'utilisent les enseignants pour faire face aux insuffisances aussi de l'éducation nationale. Le ministre avait garanti au moment du début du confinement que les 7 millions de connexions hebdomadaires aux différents services de l'éducation nationale seraient assurés. Le constat a été fait que non, puisque Pronote et Index Éducation ont été assez rapidement dépassés par les événements, aussi bien que certains établissements doivent mettre en place des règles un petit peu de rotation pour l'utilisation. Et puis, il y a une question fondamentale qui est tout le commerce qui se fait aujourd'hui autour de la collecte des données personnelles des élèves dans le cadre du processus d'apprentissage. Vous avez aujourd'hui des professeurs qui sont obligés d'aller sur Discord, par exemple, qui reste un élément quand même privé, pour pouvoir assurer leur mission de continuité pédagogique. Vous avez également toute la question de l'usage de WhatsApp par les enseignants qui n'ont pas d'autre choix que de l'utiliser pour avoir parfois accès à certains de leurs élèves. Et tous les processus de création, puisqu'il y a de la création qui est fait dans ces cours. Des professeurs d'art plastique font encore des créations, etc. Toute est la question du degré d'appartenance de ces créations une fois qu'elles sont postées sur ces plateformes, le degré d'appropriation des cours, puisque tous les cours qui sont postés sur ce type de plateforme deviennent la propriété des plateformes sur lesquelles vous les postez. Donc, il y a une question adjacente qui est la question éducative,
qui est la question de la création du travail collectif avec les élèves, avec les professeurs, avec les personnels des équipes pédagogiques et éducatives. Donc, il y a toute une question adjacente autour du volet éducatif sur tout ça et de la part du privé à l'intérieur. En prenant un dernier exemple, c'est celui de Framasoft, qui a été obligé, première fois depuis très longtemps, de devoir poster sur sa page d'accueil, si vous êtes un enseignant, un élève, etc., s'il vous plaît, en cette période-là, n'utilisez pas notre service. Parce qu'ils se sont retrouvés complètement débordés par le confinement à l'heure actuelle. Voilà. Merci. Lionel? Moi, j'ai pas beaucoup d'éléments à rajouter. Je voudrais juste signaler qu'à mon avis, dans la période qui va arriver avec le déconfinement, on va se retrouver dans une situation avec beaucoup de risques, parce que je pense qu'il va y avoir d'un côté beaucoup d'argent qui vont être débloqués d'un coup pour faire de la relance, y compris dans le milieu culturel, hein, qui a beaucoup souffert. Il va y avoir de l'argent certainement qui va être débloqué. Et il va y avoir aussi une énorme pression pour faire des économies. On sent très bien le gouvernement très, très porté à remettre en avant la nécessité de faire des économies, notamment sur les dépenses publiques. Et je pense que ça peut être complètement ravageur pour le domaine du livre, parce que, comme disait Xavier Mauny, on a des gros acteurs, notamment en France, dans le monde de l'édition, qui vont être tout à fait en mesure de se positionner pour récolter ces aides. Et d'un autre côté, vous avez des acteurs fragiles qui risquent d'avoir beaucoup de mal à de redistribution. Ça va être un vrai risque. Moi, j'ai très très peur aussi que pour les bibliothèques publiques, ce soit un moment assez terrible, où les coupes budgétaires, par exemple, pourraient complètement déstructurer le paysage des bibliothèques publiques. Il y a quelques années, en Angleterre, il y a eu une crise comme ça, où le gouvernement anglais a balayé toute une partie du système de lecture publique. Et quelques années plus tard, le pays en a beaucoup souffert en termes d'accès à la culture. Donc je pense que voilà, il y a vraiment une vigilance et je pense que les parlementaires ont vraiment un rôle à jouer à ce moment-là pour vraiment faire attention à la manière dont le déconfinement va se jouer au niveau budgétaire. Merci. Xavier Mauny? Oui, moi je voudrais juste terminer sur enfin pas deux idées, mais deux manières de voir les sujets dont on vient de parler. C'est redire à quel point la filière est importante. Je pense que par les filières aujourd'hui, et je mesure et je dénonce les dysfonctionnements de cette filière, mais on a une filière et on a la chance d'avoir un dispositif législatif qui a fait ses preuves, qui date de 81, qu'il faut peut-être un petit peu améliorer, dépoussiérer à certains points, mais qui permet quand même aujourd'hui, certes en accordant beaucoup de pouvoir à l'édition par rapport aux autres acteurs, mais qui permet quand même aujourd'hui d'avoir cette filière. Et je pense qu'on ne s'en sortira que si on arrive à penser ensemble nos manières de travailler. Alors évidemment, je sais aussi qu'il y a des intérêts divergents entre un acteur coté en bourse qui est une branche d'une grosse structure et une toute petite maison d'édition ou un petit libraire ou un auteur jeunesse qui n'a publié que 2 livres. Mais quand même, je pense qu'on a intérêt à garder ce raisonnement filière. Et puis, je voudrais terminer sur un point qui me semble essentiel et qu'on oublie, je trouve, trop souvent quand on parle de tout ça, c'est la politique de la lecture. Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui de la lecture en France? Moi, j'ai appelé de mes voeux plusieurs fois depuis que je suis président à faire de la lecture une cause nationale. C'est une manière de dire que je crois qu'on n'a pas tout essayé, que la lecture, c'est un enjeu fondamental et on le voit d'autant plus, enfin peut-être encore plus dans cette période de crise aiguë. On a besoin de lire, on a besoin d'accéder au savoir, on a besoin de se construire comme ça. Le livre papier est une mais je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on repense tous ensemble à la manière dont on peut attirer ou fidéliser ou ramener des gens à la lecture, avec l'éducation nationale, avec les pouvoirs publics évidemment, mais avec tous les partenaires. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, la lecture, on laisse ça comme ça, c'est bien de lire, on nous dit que c'est bien de lire, mais bon, encore faut-il avoir eu ce goût, enfin, avoir rencontré la lecture à un moment donné de sa vie. Et donc, je pense qu'on n'a pas tout essayé dans ce domaine-là, et j'aimerais bien, ça c'est un rêve, qu'à la sortie de cette crise, quand on ressorte tous, quand on pourra ressortir, j'aimerais bien que la lecture, on en fasse un bilan aussi de nos lectures pendant cette période de confinement, et on va mesurer à quel point c'est important pour beaucoup d'entre nous.
Merci. Je vais rebondir sur deux éléments, sur les supports numériques pédagogiques. Il faut savoir quand même que tout autour de nous, les syndicats enseignants du primaire nous disent mais vous savez, on n'a pas de support numérique pédagogique. Au primaire, il n'y a pas de support numérique pédagogique. Ce sont les instituteurs qui font les supports. Alors, à partir du secondaire, il y en a, mais au primaire, il n'y en a pas. Et sur la lecture, alors je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Quand j'étais président de festival de théâtre, de théâtral en Cougerans, qui sévissait dans mon coin ici, dans ma programmation, j'avais toujours au moins une ou deux lectures. Une ou deux lectures parce que je pense exactement comme vous. Je pense que c'est la relation à la lecture n'est pas valorisée, et d'une part, et elle n'est pas seulement, elle est bien sûr une relation entre le lecteur et le livre et l'auteur, mais c'est quelque chose qui est encore trop intimiste et qu'il faut effectivement, à mon avis, diffuser. Et c'est pour ça qu'on doit effectivement regarder ce processus de lecture. Et la très bonne idée que vous avez émise, mais nous l'avions vu aussi, c'était de dire qu'est-ce que vous lisez en ce moment et qu'est-ce que vous lisez en temps de crise, pour savoir un petit peu, ça reflète aussi les états d'esprit et les questionnements de la population en ces instants-là. Messieurs, tout d'abord, je voudrais d'abord m'excuser auprès de ceux qui vont regarder cette captation pour la non-parité. Dans les autres auditions, il y aura de la parité, mais les choses se sont faites un peu vite et il y a une non-parité. Je voudrais ici m'en excuser et je voudrais vous remercier en tout cas tous les trois pour la qualité de vos interventions et la qualité de ce débat. Merci beaucoup et j'espère à très très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Michel, vous aussi, merci. Au revoir. Au revoir, merci.